Les thérapies comportementales et cognitives, c'est le sujet que nous allons aborder pour cette table ronde. Ces thérapies permettent de modifier des comportements qui sont délétères pour notre santé et sans prendre de médicaments. On peut ainsi agir sur l'alimentation, sur le stress, on peut réduire les insomnies. Enfin, nous allons voir toute l'étendue des possibilités avec nos invités. Donc, se poser la question si ces thérapies ne sont pas le chaînon manquant entre la prévention et le traitement. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Charlotte Garret. Donc, vous êtes directrice du Lab Innovation Santé de Santéclair. Bonjour. Et nous avons également à distance le professeur Marion Trousselard. Vous êtes professeur agrégé du Val-de-Grâce en neurosciences et sciences cognitives et vous dirigez l'unité neurophysiologie du stress dans un département de l'Institut de recherche biomédicale de l'armée. Et à vos côtés, le docteur Gérard Apfeldorfer, psychothérapeute et spécialiste du comportement alimentaire et du traitement des problèmes pondéraux. Et on les applaudit également, absolument. Et cette table ronde tout à fait passionnante va être animée par Romain Gonzalez, journaliste et responsable éditorial de Futurapolis. Merci Hélène, tu m'as mâché le travail, donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Charlotte Garret qui est sur place, donc vous avez la primeur de la parole. Je vais vous demander tout simplement, c'est quoi une TCC? Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire beaucoup de choses, un peu parfois tout et n'importe quoi. On reviendra dessus à la fin de cette table ronde. Est-ce que vous arriveriez à définir une TCC assez rapidement? Alors, une TCC, c'est des thérapies en fait qui ont commencé il y a déjà maintenant plus de 70 ans avec plusieurs courants successifs qui ont fait évoluer les TCC dans leur approche thérapeutique qui aujourd'hui est relativement variée, mais dont les principes fondamentaux sont une approche qui va se baser sur l'aspect cognitif, l'aspect émotionnel et l'aspect comportemental. Donc en fait, on va essayer d'aider l'individu à comprendre ses comportements et ses émotions, à lui apprendre pourquoi il a ce type de comportement et éventuellement ensuite à l'aider à pouvoir agir sur ses comportements. On dit souvent que la première TCC, c'est un peu le chien de Pavlov, qui salive dès qu'une cloche sonne. C'est une sorte de conditionnement un peu physique. On dit souvent que ça vient de là. Moi, je vais m'adresser maintenant à monsieur Apfeldorfer, qui est donc ici par le truchement de la vidéoconférence. Pour vous, c'est quoi une TCC? Comment vous définiriez ça? Oui, bonjour à tout le monde et désolé de ne pas être présent dans la réalité. Une TCC, eh bien, c'est une thérapie qui est orientée vers des objectifs spécifiques que l'on a déterminés avec la personne en souffrance, qui est axée sur le moment présent ce qui veut dire qu'on va surtout s'occuper des facteurs de maintien du problème, qui est structurée et qui est courte. Les thérapies comportementales se réclament d'une démarche scientifique, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on teste une méthode thérapeutique structurée, on en évalue ses effets et on cherche bien sûr à l'améliorer si c'est possible. Merci beaucoup. On voit derrière que ça farfouille un petit peu. C'est la régie qui est en train de régler 2-3 choses. On s'adapte aux contraintes de grève qui nous ont un peu mis à mal sur cette table ronde. Oui, vous m'avez entendu? Oui, parfaitement. Marion Trousselard, maintenant je me tourne vers vous. Je vais vous poser la même question et je veux surtout vous demander en quoi ça consiste, parce que vous travaillez dans un institut dont le nom est assez sexy, c'est l'Institut de recherche biomédicale de l'armée. On a tout de suite en tête les grandes séries de science-fiction des années 90 qui visent à l'homme augmenté, au soldat augmenté. Est-ce que c'est ça, cet institut, et qu'est-ce que vous y faites? Alors, je vais partir. Merci, bonjour à tous. Et effectivement, désolée de ne pas être parmi vous. Je vais repartir de la fin de votre question, puisque la question de l'homme augmenté est une question qui, en soi, n'est pas d'actualité pour l'Institut de recherche biomédicale des armées, puisque les recherches biomédicales sont des recherches centrées sur la santé de l'homme et non pas sur l'augmentation de l'homme. Derrière, on peut questionner l'intérêt ou l'illusion de l'homme augmenté. Mais si on se centre sur la santé de l'individu, et particulièrement au profit de nos militaires, des militaires français, l'ambition de ce centre, c'est de pouvoir maintenir la santé des militaires et de traiter au plus vite les effets
des contraintes militaires sur leur santé. Dans ce cadre-là, un certain nombre de détresses psychiques qui sont liées aux confrontations diverses et variées que le métier de militaire peut entraîner impliquent finalement de voir en quoi ces TCC peuvent prévenir la survenue de ces détresses, de ces pathologies, quelle que soit leur modalité d'expression, mais aussi éviter les rechutes et favoriser un traitement rapide. Donc, c'est certain que les TCC, du fait des données de la littérature, qui permet d'avoir un certain nombre d'arguments scientifiques, à la fois montrant leur efficacité, mais aussi permettant de comprendre, pour certaines, comment ça marche, sont une vraie plus-value pour un centre de recherche et pour proposer à des militaires des approches dans une dimension d'éléments de preuve et de médecine fondée sur les preuves. On voit qu'aujourd'hui, les TCC, elles ont vraiment le vent en poupe. C'est assez nouveau. La France, elle a beaucoup de retard au niveau mondial dans ce domaine-là. Charlotte Garret, je me retourne vers vous pour une question un peu polémique. Est-ce que vous diriez que le retard des TCC est dû à la passion psychanalytique de la France, où la figure de Freud, mais surtout de Lacan, écrase un peu tout sur son passage depuis maintenant quasiment une centaine d'années? Alors, je ne suis pas psychiatre, mais on pourrait dire effectivement que c'est possible que ça ait eu un impact. En tout cas, les pays anglo-saxons et les États-Unis particulièrement ont été à l'origine des fondements de ces concepts de TCC, puis de leur évolution. Ils ont été également, ils sont en règle générale et particulièrement en psychologie et sur les TCC beaucoup plus actifs dans la publication d'études scientifiques, ce qui fait d'ailleurs aujourd'hui la crédibilité et la solidité des TCC. Et donc on a pris certes un retard, même si on voit qu'aujourd'hui les psychiatres, les psychothérapeutes, les psychologues s'emparent quand même des TCC, et donc il y a une vraie évolution en France depuis maintenant plusieurs années vers les TCC. Vous, docteur Apfeldorfer, vous avez un peu plus de bouteilles, pardonnez-moi cette expression. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez longtemps prêché un peu dans le désert au niveau des TCC, il y a peut-être une vingtaine d'années? Oui, c'est vrai. Effectivement, quand j'ai commencé à faire des TCC, à l'époque, c'était extrêmement mal vu. On était vraiment vilipendés. Mais je crois que les choses ont changé et qu'aujourd'hui, on est peut-être moins en retard qu'on pourrait le penser. Je prendrai l'exemple des thérapies online. Donc, les TCC se pratiquent soit en traitement individuel, soit en traitement en groupe, et soit aussi maintenant, depuis une vingtaine d'années, en traitement en ligne. Donc, on fait des programmes de thérapie comportementale et cognitive, et ces thérapies, eh bien, on en fait en France. La société Metacoaching avec laquelle je collabore, par exemple, a des programmes sur le stress, a des programmes sur l'obésité, a des programmes sur l'insomnie, et ces programmes ont été évalués et sont efficaces. Et on s'est aperçu que ces programmes avaient la même efficacité que les thérapies individuelles. Les programmes internationaux l'ont montré, et ce qu'on a pu trouver en France a corroboré cela. Donc on n'est pas si en retard que ça en définitive. Marion Trousselard, est-ce que vous diriez, vous, une question un peu directe, que les TCC peuvent guérir, ou est-ce que c'est complètement une affabulation de journaliste? Est-ce que le mot guérir vous choque? Le mot guérir est peut-être pas le plus juste, dans le sens où guérir décrit un état qui paraît stable, et que finalement l'être humain est toujours dans une instabilité du fait de ces stimulations qu'il reçoit, de la manière dont il va s'ajuster, que la plasticité du cerveau fait que rien n'est figé. Et si on est centré sur guérir, on est vraiment centré sur un résultat sans s'intéresser au processus. Donc c'est vrai que c'est pas un mot forcément, nous, qu'on utilise. L'idée, c'est d'atteindre un état de fonctionnement optimum, ce qui est la définition de la bonne santé pour l'OMS. Alors là, je l'ai un petit peu raccourci, mais l'idée, c'est vraiment que les individus soient dans un état de santé qui leur permette finalement de conduire la vie telle qu'ils la souhaitent. Donc je ne peux pas répondre à la question de si les TCC guérissent. Je prends l'exemple des troubles de stress post-traumatique, pour lesquels, finalement, quand on suit des cohortes sur un long moment, on a ces données pour les cohortes des attentats de Paris, donc avec un recul minimum, mais sur des publications de suivi de cohortes israéliennes de militaires. Et on observe sur 20 ans que finalement beaucoup de chemins sont possibles, certains militaires qui ne sont jamais malades, d'autres qui déclenchent un trouble et puis n'ont pas de rechute, et puis d'autres qui ont des rechutes, des rémissions.
Donc finalement, sur cet exemple d'une pathologie quand même assez fréquente dans la population générale, pas uniquement militaire, pour lesquels les TCC sont un traitement reconnu et le seul avec ce niveau de preuve, en fait, clairement, on ne peut pas conclure à une guérison, la guérison pouvant être définie comme un recette ad integrum, qui est, à mon avis, très difficile à démontrer et finalement qui est peut-être pas un enjeu pour que les gens aient une santé satisfaisante ou aient une bonne santé. Est-ce que vous diriez, vous, Charlotte Garret, que les TCC, d'une certaine manière, selon certaines personnes, signent un peu la fin des médicaments? On voit parfois les TCC comme vraiment le remède miracle, la fin de la médicamentation. Est-ce que selon vous, c'est encore une affabulation, c'est quelque chose de totalement farfelu que d'annoncer ça? Alors, c'est probablement pas farfelu, mais je ne sais pas si c'est vraiment opposable. Donc, je répondrai en deux temps. Le premier, c'est qu'effectivement, et ça c'est très bien démontré dans la littérature scientifique, les TCC peuvent permettre, voire sont supérieurs, même dans certains cas, aux médicaments. Donc, je pense aux douleurs, à certains états dépressifs, ils font consommer beaucoup moins de médicaments. Donc, il y a différents domaines thérapeutiques où les TCC permettent effectivement de s'affranchir des médicaments. Après, est-ce qu'on peut le généraliser aujourd'hui? Non, probablement pas. Et donc, dans certaines pistes, peut-être que ce serait complémentaire pour en consommer moins longtemps. Voilà, donc je ne ferai pas une dichotomie aussi franche, mais clairement, c'est un outil, en tout cas, pour les diminuer dans un certain nombre de domaines thérapeutiques. Et vous, docteur Apfeldorfer, là, j'ai une autre question qui me vient en tête. Est-ce qu'il vous arrive, vous, dans votre domaine, donc plutôt celui du comportement alimentaire, d'échouer tout simplement dans certaines des TCC que vous menez? Est-ce que c'est le lot du thérapeute, après tout, de vivre plus d'échecs que de réussites auprès de ses patients? Alors, plus d'échecs que de réussites, peut-être pas, mais échouer, bien sûr. Il n'y a aucune thérapie, il n'y a aucune méthode qui marche à 100%, ça n'existe pas. En TCC, on prend déjà la précaution de travailler dès l'abord, dès le début du traitement, sur la prévention de la rechute, parce qu'on s'est aperçu que souvent, il pouvait y avoir des rechutes et que donc il fallait pouvoir se prémunir de tous les mécanismes qui peuvent déclencher des rechutes. Et puis, il y a aussi le fait qu'on peut tirer des leçons des échecs, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché et repartir d'un pied différent. Il y a des fois aussi, je pense que je reviendrai un peu sur la question de guérir, si vous me permettez, où les choses, je vais vous répondre en clinicien, si vous voulez. Il y a des moments où, effectivement, il y a des patients qui vont mieux, pour qui le problème qui les avait amenés à consulter a complètement disparu. Par exemple, une personne agoraphobe, c'est-à-dire qui n'arrive pas à aller dans des lieux publics et des grands espaces, eh bien, maintenant, il y arrive. Et donc, elle est contente et tout va bien. Et puis, il y a d'autres cas où cette personne, du fait qu'elle arrive à aller dans des lieux publics et donc à se déplacer beaucoup mieux, eh bien, se trouve confrontée à un nouveau problème, par exemple des troubles relationnels. Et donc, on s'aperçoit que derrière les problèmes phobiques, il y avait des troubles relationnels dont on ne s'était pas occupé parce que la question ne se posait pas à l'époque. Et donc, il faut s'en occuper à ce moment-là. Ou bien, on peut se rendre compte, par exemple, que quelqu'un qui a des troubles obsessifs compulsifs et qui, après un traitement, s'en trouve libéré, eh bien, va parler à son thérapeute de la peur de la mort. Et peut-être que cette peur de la mort, eh bien, était plus ou moins à l'origine des troubles obsessifs compulsifs. Et on va, à ce moment-là, proposer une nouvelle thérapie qui va s'occuper de ce nouveau problème, enfin, de ce problème qui était préexistant et qui, en fait, se révèle à ce moment-là. Donc, les choses sont plus complexes, si vous voulez, que guérir ou ne pas guérir. Peut-être, docteur, dans la continuité de la question de Romain, vous avez parlé tout à l'heure, au début de votre intervention, de thérapie courte. Quelle est la durée moyenne? Est-ce qu'il est possible de communiquer là-dessus, sur ce sujet? Oui, alors ça dépend beaucoup du type Mais une de durée problème. courte, oui. Alors, voilà, par exemple, les thérapies comportementales ont eu tendance à se rallonger un peu, parce qu'au départ, on proposait des thérapies en 10 séances. Il y a même des Anglais qui ont proposé des thérapies de l'agoraphobie, par exemple, en 4 séances. Mais on n'en est plus là, et on considère aujourd'hui que la plupart du temps, il faut quelques mois, 3 ou 4 mois,
pour, par exemple, venir à bout d'un problème d'agoraphobie, par exemple, ou bien pour, dans le cas de l'obésité, pour travailler sur la restriction cognitive. Là, c'est pareil, il faut environ 3 ou 4 mois. Et puis, quand les problèmes sont émotionnels, et là, on va aussi travailler sur la partie émotionnelle des problèmes, là, généralement, ça prend plus de temps. Il faut souvent 6 mois donc, pour arriver à un résultat. Donc, c'est assez variable selon, évidemment, le trouble visé. Merci. Charlotte Garret, est-ce que vous comprenez les critiques à l'encontre de certaines TCC qui relèveraient, selon ces critiques-là, d'un simple conditionnement? Par exemple, quelqu'un qui est soumis à un stress élevé serait soumis à des épisodes de stress de moins en moins forts. Certaines critiques vont dire, après tout, c'est une sorte de nouveau traumatisme que l'on applique à ces patients-là. Est-ce que vous comprenez ces critiques-là? Alors, je les comprends dans le sens où peut-être que les TCC ont pu être utilisés et pratiqués de façon un peu dérivée par des non-spécialistes, des non-experts. On y reviendra un peu vers la fin de la table ronde. Oui. Ouais, donc après, il faudrait laisser répondre les experts comme le docteur Apfeldorfer ou le docteur Trousselard, mais oui, je peux comprendre. Effectivement, il faut toujours être vigilant, en tout cas quand il y a une nouvelle thérapeutique qui arrive, même si elle est avec des évidences base médecine et des bases scientifiques solides, à l'application et à comment on pratique les TCC. C'est-à-dire, d'ailleurs, comme vient de dire le docteur Apfeldorfer, il y a différentes durées. Donc, est-ce qu'on peut comparer une TCC qu'on va faire en 4 séances avec une TCC qui va prendre 2 mois ? Donc voilà, il faut faire attention à la façon dont elle est appliquée. C'est pour ça que c'est important de se baser sur des TCC qui ont démontré leurs preuves scientifiquement et avec surtout des professionnels qualifiés et entraînés. Aujourd'hui, de nouvelles critiques s'élèvent parce qu'on applique de plus en plus souvent les TCC aux enfants, notamment aux enfants victimes de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, dont l'acronyme est TDAH. Cette pratique-là est largement critiquée par certains. Est-ce que l'un de vous trois a un avis là-dessus, sur ce mouvement de fond, d'un côté de la critique, mais de l'autre aussi de la pratique envers les enfants? Peut-être Charlotte Garret, je vous laisse la parole. Alors moi, je n'ai pas d'expérience dans la pratique. Je peux répondre d'un point de vue scientifique. Il y a une méta-analyse qui est sortie de l'ensemble des études qui ont évalué l'efficacité des TCC comparée aux médicaments, donc notamment la Ritaline, sur les TDAH chez les enfants. Et en fait, les TCC présentent de l'efficacité dans certaines études, moins dans d'autres. Et dans cette méta-analyse, par contre, il n'y avait pas d'effet délétère, en tout cas chez les enfants qui avaient des TDAH. Donc ça pouvait être parfois efficace, parfois ça faisait rien, mais en tout cas, il n'y avait pas d'effet délétère, à contrario d'ailleurs de la Ritaline. Donc en tout cas, voilà, ça reste encore à explorer. Je ne pense pas que ce soit à mettre à la poubelle, mais il faut sûrement continuer de la recherche dans le domaine. Marion Trousselard, vous avez peut-être un avis sur la question, même si vous ne travaillez pas vraiment avec des enfants, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, finalement, ça reboucle avec votre question précédente où peut-être que l'intérêt des TCC, ce n'est pas de savoir si c'est bien ou mal de conditionner ou de déconditionner les gens, c'est que ça s'appuie sur des mécanismes qui sont dysfonctionnants. Je prends typiquement le conditionnement. Dans le trouble de stress post-traumatique, il y a au cœur un conditionnement de peur. Donc déconditionner à la peur paraît juste être normal si tant est qu'on sache faire et qu'on le fasse correctement et dans le respect de l'alliance thérapeutique avec le patient. Mais déconditionner un apprentissage à partir du moment où la cause de l'expression clinique est ce conditionnement et pas en soi un problème, c'est juste s'appuyer sur la manière dont le cerveau traite les informations et va être réorganisé par des confrontations particulières qu'on prend en compte et qu'on utilise pour déployer des outils qui ciblent directement ce mécanisme délétère en fait. On dit souvent que dans les TCC, il y a 3 phases en fait. Historiquement, la première c'est une phase comportementale la plus ancienne, la deuxième ça serait une phase cognitive, et aujourd'hui ça serait la 3e phase. Au sein de cette 3e phase, il y a vraiment une vague qui prend de plus en plus d'ampleur, notamment au niveau médiatique. C'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. C'est la mindfulness en anglais, donc un terme qui est beaucoup utilisé en français aussi. Déjà, je trouve que pour ma part, ça part assez mal parce que mindfulness, il y a une sorte d'arrière-fond un peu new age qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir. Je vais me tourner vers vous, Gérard Apfeldorfer. Vous avez un avis, vous, sur la mindfulness, sur la méditation de pleine conscience qui parfois résonne un peu plus comme une sorte de retraite spirituelle que d'une véritable thérapeutique?
Oui, alors, oui, j'ai un avis parce que d'abord, je suis formateur en mindfulness. Je me suis formé à ces méthodes et qu'elles sont utilisées, par exemple, dans nos programmes sur l'health coaching sur l'obésité ou sur le stress ou sur l'insomnie primaire. Donc, maintenant, c'est utilisé. Et effectivement, nous avons des preuves solides de l'efficacité de ces méthodes dans un certain nombre de pathologies. Moi, ce qui me paraît caractériser la mindfulness, si vous voulez, c'est que l'on se place en position d'observateur du moment présent, sans rien attendre et sans rien espérer. Et donc, c'est très différent de la relaxation. La relaxation, si vous voulez, on a toujours tendance à confondre la méditation de pleine conscience avec la relaxation. Dans la relaxation, vous cherchez un bien-être. Dans la méditation, vous ne cherchez pas de bien-être. Vous êtes observateur de l'état dans lequel vous êtes à ce moment-là, et vous observez vos émotions, vos pensées, vos sensations, et le fait de les observer avec cette distance les rend acceptables et vivables, et votre humeur, en fait, se rétablit de façon naturelle. Et donc, c'est un peu comme si vous voulez, on n'avait plus peur de ses propres émotions, de ses pensées et de ses sensations. Et à ce moment-là, eh bien, les choses se calment d'elles-mêmes. Et on a quand même des preuves très, très solides de l'efficacité dans les troubles anxieux, dans le stress, dans la dépression, dans les stress post-traumatiques, dans les troubles du comportement alimentaire. Donc maintenant, c'est pas considéré comme une méthode, si vous voulez, peut-être qu'elle a été utilisée au départ par des gens qui pratiquaient le New Age, mais maintenant c'est plutôt une méthode qui a une base tout à fait solide. Je disais plutôt ça pour vous titiller, Dr. Feldorfer, mais je m'en doutais. Charlotte Garret, un avis, vous, sur la méditation de pleine conscience ou la mindfulness? On voit que c'est un peu aujourd'hui ce qui écrase cette troisième vague des TCC. Est-ce que, selon vous, il est difficile parfois de séparer tout simplement ce qu'on disait, le bon grain de livrer certains prêcheurs de la mindfulness, donc peu de bases scientifiques, tandis que d'autres ont des bases scientifiques très solides? Est-ce que c'est, au fond, difficile parce que le mot est devenu quasiment un concept marketing? Oui, certainement. Après, c'est vrai que la mindfulness a de plus en plus de bases scientifiques solides. D'ailleurs, on voit que le nombre d'articles scientifiques ne fait qu'exploser sur la mindfulness. Et donc, là encore, ça a ses champs thérapeutiques avec une place certaine. Alors après, comme pour tout, ça dépend de la façon dont c'est pratiqué, par qui, comment. Est-ce qu'on fait 2 minutes par jour? Est-ce qu'on peut appeler ça, enfin 2 minutes par semaine, je veux dire, est-ce qu'on peut appeler ça de la mindfulness? Voilà, donc ça laisse encore question sur la façon dont c'est réalisé, mais ça ne fait pas de doute que c'est un arsenal thérapeutique puissant dans les TCC aujourd'hui. Et vous, Marion Trousselard, est-ce que c'est un outil que vous utilisez au sein de l'Institut de recherche biomédicale de l'armée, la mindfulness? Alors, on va l'utiliser de différentes façons, mais peut-être le mot mindfulness, il est peut-être pas si négatif que ça, parce qu'il pose directement la question de ce que c'est que cette pleine conscience. Et c'est vrai que le mot conscience est très cognitif, et comme le disait le docteur Apfeldorfer, on est bien dans cet état d'acceptation de ce qui arrive ici et maintenant, ces sensations, ces émotions. Et la notion de pleine conscience est peut-être dans la sémantique française trop cognitive pour renvoyer à ce qu'est l'expérience de cette pleine présence. Et la deuxième dimension, c'est une dimension d'acceptation qui a aussi été évoquée, qui est vraiment un vrai changement dans la manière d'accueillir ce qui arrive. C'est pas quelque chose de passif, c'est vraiment l'accueil de ce qui arrive, que ce soit positif ou négatif, et ce qui arrive est ok, c'est juste ce qui arrive ici et maintenant. Et alors on utilise cette manière d'être en fait pour les militaires, à la fois sur le plan de la prévention de la santé, mais aussi dans la prise en charge des troubles de stress post-traumatique. Pour vous donner un exemple assez pragmatique, en fait, quand on renforce la conscience de soi par des exercices centrés sur la conscience du corps, on limite le nombre de blessures des membres inférieurs. Et finalement, c'est pas indépendamment des mécanismes par lesquels ça passe. Derrière, si vous êtes présent à ce que vous faites, vous êtes présent à la manière dont votre pied se pose sur le sol, ou dont le sol est rugueux ou pas. Et cette présence à chaque instant, elle est extrêmement utile pour s'adapter à son environnement. Donc, au-delà même de cet aspect ésotérique ou de ces dérives sectaires qui existent dans beaucoup de champs des pratiques en lien avec le développement de soi, en lien avec la santé, cette notion d'être présent à ce qui se passe ici et maintenant est vraiment un mécanisme principe de la bonne santé. Et la bonne santé impliquant être
en adéquation avec son environnement et évidemment instant après instant. Donc chez les militaires, effectivement, c'est quelque chose qu'on mesure comme une dimension, c'est-à-dire est-ce que naturellement ceux qui sont hauts dans ce fonctionnement-là, du fait de leur développement personnel, des sports qu'ils ont fait enfant ou peut-être de pratiques d'instruments de musique ou autres, sont finalement des militaires qui gèrent mieux ou en tout cas qui maintiennent plus longtemps leur santé. Et puis derrière, c'est comment on peut aider les militaires à pratiquer, sachant que vous imaginez bien que le militaire s'allonger, fermer les yeux et faire un body scan, c'est-à-dire une écoute de ses sensations corporelles, n'est pas tellement dans la culture du militaire. Donc on va essayer de développer plutôt des pratiques de méditation au quotidien, courtes, centrées sur la pratique du sport. Pour les blessés, on a développé de la pratique avec d'autres personnes, bien sûr, notamment Baptiste Med, la pratique de la plongée pleine conscience. Donc on essaie plutôt d'essayer d'incrémenter ces exercices du quotidien, d'être présent et d'accueillir ce qui se passe, sans déployer des programmes de méditation de pleine conscience tels qu'ils sont utilisés dans la littérature et sur lesquels des études sont faites. J'ai une dernière question avant de donner la parole au public. Ça va boucler avec ce que je vous ai demandé tout à l'heure. Dans le cas de certains échecs de TCC, est-ce que vous direz que c'est lié tout simplement à des cas thérapeutiques trop importants? J'ai en tête par exemple quelqu'un qui serait addict à la cigarette de manière trop importante. J'en vois certains dans la salle, j'en vois certains au premier rang même. Est-ce que vous diriez-vous que c'est une explication assez régulière des échecs de TCC? Charlotte Garé peut-être? Tout simplement des gens qu'on ne peut plus récupérer de par leur addiction, leur stress trop... Je suis pas sûre qu'on puisse dire ça. Peut-être qu'il s'agit de moments aussi pour la personne, d'être prêt, d'être ouvert au changement. Il s'agit souvent de rencontres, d'échanges, puisque bon, les TCC, comme beaucoup de thérapies, c'est quand même avant tout de la relation et qui a un lien qui permet ensuite de rentrer dans une démarche thérapeutique. Donc je pense pas qu'il y ait de cas désespérés. Je pense que c'est surtout peut-être des questions de moments et de rencontres. Merci. Merci beaucoup à tous. On vous applaudit, effectivement. Vous nous avez apporté énormément d'informations, mais y a-t-il des questions dans le public? Oui, il y en a une ici. Voilà, donc on vous écoute. Merci. Je vais faire une question courte. Dans une TCC, du coup, on soigne le cerveau ou l'esprit? Enfin, je dis ça parce qu'on a une conférence sur comment ça s'appelle, les expériences de mort imminente. On avait dissocié la conscience du cerveau, et du coup, là, dans une TCC, on attaque quoi? Sur quelle partie, sur quelle partie on agit? Bon courage pour cette question, peut-être. Je ne sais pas qui veut la prendre. Docteur Apfeldorfer, vous étiez le dernier, vous avez été le plus ancien à prendre la parole. Je vous laisse peut-être vous lancer. Écoutez, je pense qu'on a déjà répondu à la question tout à fait au début de ce que nous disions, c'est-à-dire qu'on considère en TCC qu'un être humain est au milieu d'un réseau, un réseau qui est constitué d'une part de sa biologie, d'autre part de ses conduites, ses comportements, d'autre part des pensées qu'il a dans la tête et des raisonnements qu'il peut tenir, et d'autre part de ses émotions. Et que tous ces facteurs-là sont intriqués et agissent les uns sur les autres. Donc, dans une thérapie cognitivo-comportementale, on essaie d'agir sur tous ces différents facteurs, et sachant que, par exemple, quand on travaille sur les pensées, eh bien, il y aura des conséquences émotionnelles et comportementales. Et quand on travaille sur les comportements, il y aura des conséquences émotionnelles et cognitives. Donc, voilà sur quoi on travaille. Merci beaucoup. Moi, j'avais aussi envie de vous demander si, lorsque l'on souhaite bénéficier de TCC, on s'adresse à qui? Est-ce qu'il y a des centres spécialisés? Et je rebondis notamment sur la dernière partie de votre intervention et les risques sectaires qui peuvent exister. Donc, voilà, à qui Est-ce qu'il y a un docteur des TCC, un centre des TCC Écoutez, je peux peut-être vous répondre. Oui. Dans le Midi, vous avez une association de thérapeutes qui s'appelle La Fortec, que vous pouvez chercher sur Internet, et qui donne une liste de thérapeutes agréés par l'association et qui ont une formation
valable. Et puis vous avez une association française, l'Association française de thérapie comportementale et cognitive, AFTCC, qui aussi met en ligne une liste de thérapeutes agréés, donc qui ont tous une formation solide. Merci beaucoup pour cette précision. Charlotte Garret, vous... Oui, je voulais juste compléter avec, voilà, il y a effectivement les thérapeutes, comme l'a dit le docteur Apfeldorfer, et aujourd'hui, on a la chance, avec la technologie et le digital qui se développe, de pouvoir avoir accès aussi à ces TCC en ligne dans certaines indications, hein, comme le sommeil, la nutrition ou certains programmes de stress. Donc voilà, comme on le propose chez Santé Claire avec MetaCoaching et le docteur Apfeldorfer a participé à ces programmes, on peut avoir accès n'importe où en France où on est à en tout cas des TCC en ligne. Et donc ça permet de démocratiser un peu pour une première étape l'approche de ces thérapies. Tout à fait. Bah, écoutez, merci. Merci beaucoup pour cette précision. On vous a... Ah, pardon, professeur Trousselard, excusez-moi. Je vous laisse le mot de la fin. Ah non, je voulais pas forcément finir, mais peut-être que effectivement c'est toujours important de revenir sur ce qui est la première rencontre avec un thérapeute TCC, où il y a un échange qui est clair, avec un contrat qui est clair et qui est tenu avec des réévaluations de ce contrat, et le patient a toujours sa liberté de partir. Donc ce qui n'est pas le cas, enfin je ne sais pas si Dr Apfeldorfer vous voulez compléter, mais l'approche quand on arrive chez quelqu'un qui va plutôt aller, qu'on pourrait catégoriser dans quelqu'un qui a un comportement sectaire, ou en tout cas une emprise ou un risque d'emprise sur la personne, on n'a absolument pas la même approche dès la première consultation. Donc c'est des règles assez simples qui, même si les gens sont en souffrance, permettent quand même d'avoir des éléments pour éviter de tomber dans ce qui pourrait être un problème d'emprise à plus long terme, en fait, hein, la première consultation de thérapie comportementale et cognitive est très cadrée et donne l'autonomie et la liberté aux patients à chaque instant. En fait. Merci beaucoup. Dr Apfeldorfer, vous souhaitez compléter ? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais comment ça se passe finalement une thérapie cognitive comportementale ? On va avoir un thérapeute, ou bien on fait une thérapie en ligne, et dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle, où avec le patient, on va décortiquer son problème et essayer de comprendre les tenants et les aboutissants du problème. Et puis, finalement, le patient se rend compte à ce moment-là, pendant cette analyse fonctionnelle, que le thérapeute ou bien le programme est quelque chose qui le comprend et comprend son problème, et il peut se développer à ce moment-là ce qu'on appelle une alliance thérapeutique entre le thérapeute et le patient, qui fait que on a le sentiment pour le patient de travailler dans une étroite collaboration, et que la thérapie, ça n'est pas quelque chose d'imposé par le thérapeute, mais c'est quelque chose qui se construit avec le thérapeute. Et par exemple, dans les programmes en ligne, eh bien, ce sont les questionnaires là qui jouent ce rôle, et puis des entretiens avec des psychologues cliniciens qui complètent les questionnaires et qui permettent de faire cette analyse fonctionnelle et finalement de construire la relation avec le patient. Merci. Merci encore, vraiment. On vous applaudit tous les trois. Merci beaucoup, Romain. Et on se retrouve donc dans quelques minutes pour notre prochaine table ronde qui va porter sur les douleurs chroniques et donc la manière de les vaincre.